Merci pour votre fidélité à l'émission Grand Jury. Comme d'habitude, nous allons commencer par la une des journaux avant de consacrer nos échanges à la situation qui prévaut depuis hier en Côte d'Ivoire, plus précisément à Grand Bassam, où les terroristes ont frappé et une attaque meurtrière dont le bilan reste encore provisoire. Nous irons ensuite au Bénin voisin pour parler de l'ambiance qui règne après le premier tour des élections et la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle. L'annonce du second tour entre Lionel Zinsou et Patrice Talon avec le jeu des alliances. Nous allons donc débattre ou discuter de la sortie de la situation de rupture avec le régime Dr Thomas Yahi Boni. Et pour ce qui concerne la une des journaux, le flambeau des démocrates dans les kiosques ce matin, titre deuxième université politique du parti au but. Agboyome Kodjo et Batale Véronique, présidente des femmes solidaires au but, signent l'engagement pour l'équité genre. Rencontre riche d'enseignements, article décoré avec une photo de Gabriel Mensah Agboyome Kodjo et la présidente Batale Véronique des femmes solidaires de haut but. Lutte contre la corruption de l'administration publique au Togo. Le gouvernement passe à la guillotine. Société, un mois après sa libération, Pascal Bodiona rend grâce au Seigneur. C'était vendredi dernier à travers une messe dite à l'église catholique Saint-Antoine de Padoue de Hanoukope. Et puis, Société Enseignement Supérieur au Togo, le professeur Komlan Sanda, nouveau président de l'université de Kara. Justice pour outrage à la magistrature, pasteur Edo Komi envoyé en prison. Autre journal dans les kiosques ce matin, lettre de la COSA qui titre dans sa fenêtre « Éligibilité au programme compact du MCC, le Togo sur une bonne lancée ». Et puis à la grande une, on peut lire « Dispositif anticorruption de l'OTR, un agent aux pratiques frauduleuses démasqué ». Le quart dans une zone de turbulence. Vous parlez politique à la une de ce journal. Maître Agboibo en opération de sauvetage à Pévon Dodi résiste. L'article est décoré avec les photos de Maître Yaovi Agboibo et de Maître Paul Dodi à Pévon. Coopération sud-sud. La position stratégique du Togo est un atout pour l'Égypte, écrit lettre de la COSA. Et puis accident de circulation, la méconnaissance du code de la route cause trop de morts. Office togolais des recettes, 436 agents ont prêté serment. Article à lire à la page 4 de lettre de la COSA. Et pour finir, éliminatoire Cannes 2017, parlant de sport football, les éperviers défient les aigles de Carthage de la Tunisie. Autre journal dans les kiosques ce matin, nouvelle opinion de El Hadj Tchaniao Arimiao, que nous saluons au passage. Attaque terroriste à Grand Bassam en Côte d'Ivoire, de la nécessité d'une mobilisation de toutes les nations pour parer au mal. Et puis dans sa fenêtre, on peut lire présidentielle au Bénin, un second tour qui s'annonce rude entre Lionel Zinsou et Patrice Talon. Article décoré avec les photos des deux candidats en lice pour ce second tour. Togo, le voile est désormais levé sur le vrai visage des leaders de l'opposition, écrit nouvelle opinion, article à lire à la page 3, avec les photos de Gilles Christ Olympio de l'UFC, Edem Kodjo de la CPP, Maître Yaovi Madi Agboibor du CAR, Jean-Pierre Fabre de l'ANC de Cap 2015, Maître Joseph Kokou Kofigo, ancien Premier ministre, et puis professeur Léopold Guinévi de la CDPA. Débat monté de toutes pièces autour des voyages présidentiels, un spectacle qui termine l'image de la presse, écrit Nouvelle Opinion. Affaire de corruption, 3 agents dont un vérificateur senior de l'OTR dans les mailles de la police judiciaire. Crise au sein du CAR. S'achemine-t-on vers l'éclatement du parti, s'interroge Nouvelle Opinion. Et puis promotion du genre au Togo, la politique de Fort Gnassingbé très soutenue par les membres de la CFU, Convention des femmes pour unir. Le correcteur de Olivier Glapé est également dans les kiosques ce matin et écrit dans sa fenêtre « Détention arbitraire du défenseur des droits de l'homme, pasteur Edo Komi, et de l'homme politique Antoine Randolph ». Fort confirme le retour à la dictature implacable au Togo. Et puis, à la grande une, on peut lire Togo, persécution et attentats contre les opérateurs économiques dans un pays misérable et surendetté. Sous
bonnes escortes policières, des individus cagoulés ont ravagé complètement une station d'essence et un supermarché estimé à 1 milliard à Atiégou. Et puis, menace terroriste si loin, si proche, plus proche, autant pour moi. Attaque terroriste d'Akmi à Grand Bassam en Côte d'Ivoire. Au moins 16 morts et plusieurs dizaines de blessés. Le correcteur fait ainsi le bilan. Et puis, tentative de balkanisation des institutions et organes et de régulation au Togo. Les députés ANC s'opposent à la caporalisation de la CNDH, Commission nationale des droits de l'homme. Supposée guerre contre la corruption et les détournements dans l'administration publique. Les déclamations de Pius Agbetomé contrastent avec la promotion des pilleurs au sommet de l'État, écrit le correcteur. Et puis, chef canton et de village conditionné, découpage unique des communes. Le pouvoir dévoile son plan caché pour des élections locales dépourvues de tout sens. Voilà donc pour ce qui concerne la une des journaux parus dans les kiosques ce matin. Le correcteur, Nouvelle Opinion, Lettre de la COSA et puis Flambeau des démocrates. Je rappelle, nous parlons de la situation qui prévaut depuis hier à Grand Bassam en Côte d'Ivoire, une attaque terroriste meurtrière qui a ôté la vie à plusieurs personnes. Et voilà, nous allons également parler de la situation qui prévaut au Bénin voisin dans le cadre de l'élection présidentielle avec le second tour qui anime les débats, le duel ou ce qu'on peut appeler face à face Lionel Zissou, Patrice Talon. Pour en parler, nous avons avec nous Léon Duhourg du journal Le Patriote. Bonjour Léon. Bonjour Rodrigue et merci encore pour l'invitation de ce matin. Voilà, je me permets de vous appeler le Malien parce que vous y étiez. Quelle est l'ambiance qui règne dans ce pays qui a déjà été frappé au Radisson Blues Hotel par les terroristes? Oui, bon, effectivement, j'y étais, j'ai fait une semaine et quelques jours. Je pourrais dire, hein, en tant qu'observateur là-bas, qu'il y a de la sérénité. Les Maliens ne sont pas aussi dans la psychose totale. Hein. Ils ont vécu effectivement des événements douloureux ces dernières années, mais ils sont sereins et il faut rappeler que la plupart des exactions et des attentats terroristes qui se passent au Mali ne se font pas au sud. Donc c'est dans le nord du Mali, donc à la lisière de la frontière avec les pays du Maghreb. Et la plupart du temps, effectivement, ces zones-là sont des zones désertiques. Donc il n'y a pas grand monde qui y réside. Si bien qu'à Bamako, on ne sent pas vraiment que le pays est, entre guillemets, sous siège. On ne le sent pas vraiment. Donc il y a une certaine sérénité. J'ai même travaillé avec des gens qui étaient des Maliens qui étaient venus du nord, hein, de Gao, de Tombouctou, notamment de Kidal, qui étaient là. Ils étaient trois. Il y avait même une femme parmi ces personnes-là. Qui m'ont dit quand même qu'il y a une certaine sérénité depuis que la MINUSMA y travaille ardemment. La mission conjointe. Justement. De toutes ces personnes-là avec qui j'ai discuté, il a souvent été mentionné les soldats togolais qui ont fait vraiment du bon boulot là-bas. Aujourd'hui, par exemple, à ce qu'ils m'ont dit, les soldats togolais sont ceux-là qu'on envoie souvent lorsque la situation est présumée être la plus difficile. Hein. Et quand ils y sont, quand ils vont et ils reviennent, on sait que maintenant le terrain est dégagé et que les autres peuvent y aller. Donc je crois que c'est même dans ce sens-là que le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a dû entre-temps décorer, sinon distinguer l'armée togolaise pour son bravoure et sa combativité sur le terrain du maintien de la paix. Très bien, merci. Je m'en vais là saluer un ami ou une connaissance qui opère là-bas au Mali dans le cadre de la MINUSMA. Il s'appelle Tchédré, vous comprenez, c'est un frère d'armes. Pas parce que je ne suis pas soldat, mais bon, nous avons aussi notre arme, hein, c'est le stylo. Effectivement, nous avons notre arme, c'est la plume. Et c'est peut-être l'arme la plus redoutable et la plus dangereuse. Tout à fait, pour certaines personnes. Alors, je reste toujours avec cette situation de terrorisme. C'est vrai, vous avez dû parcourir le Burkina Faso. Quelle est également l'ambiance qui y règne? Parce que même en voiture, en traversée, on peut lire au moins certaines réalités. Bon, c'est vrai, je n'ai pas été en voiture, c'était en avion. Donc, vous avez dû prendre j'ai les peut-être survolé, voilà, justement, le territoire burkinabé. Mais il y a la sérénité.
est-ce que je peux le dire du haut? Je ne sais pas. Mais je crois, hein, par rapport au contact permanent que nous avons maintenu avec les confrères là-bas, que la sérénité y est aussi. Le calme est revenu, le pays, en tout cas les autorités actuelles ont déployé un système de sécurité et de sécurisation hein, donc du territoire national qui est assez réconfortant, assez rassurant pour la population burkinabé. Et aujourd'hui, il n'est pas rare de les voir circuler, de les voir jouir de leur liberté et de leur vie. Or, quand on jouit de la manière la plus absolue de sa liberté sans pour autant enfreindre celle de l'autre, bien sûr, c'est que quelque part on se sent en sécurité. Donc ce n'est que quelque chose que je peux dire par rapport aux discussions et aux contacts que je maintiens avec les confrères de là. Par contre, j'aimerais aussi ajouter que j'ai un ami qui récemment, d'ailleurs, la semaine dernière seulement, a été nommé conseiller technique auprès du ministère de la justice, en charge justement des questions de sécurité, de maintien de la paix, et qui m'a, dans son courriel qu'il m'a envoyé le samedi, m'a également rassuré de ce qui se fait là-bas et que sa mission d'ailleurs était de définir de nouvelles stratégies pour que la justice burkinabé se sente encore, se rapproche encore plus près du citoyen burkinabé, de telle sorte qu'au-delà de la question sécuritaire nationale physique, qu'il y ait également une autre sécurité, celle juridique désormais. Donc c'est pour dire qu'il y a beaucoup de choses qui se font actuellement dans ce pays et le terrorisme malheureusement frappe quand on s'attend le moins. On n'est pas toujours isolé ni exempt des attaques terroristes. Mais tout le souhait pour nous est que cela n'arrive plus à ce pays frère, parce que quand ça arrive là-bas, nous sommes à quelques mètres du Burkina Faso. Quand on est à 5 ans, on est au Burkina Faso. Et donc, quand ça touche le Burkina, c'est que ça peut nous toucher également. Voilà, c'est que ça peut nous toucher également. Hier dimanche, alors que les gens étaient revenus de l'église après avoir donc adressé leur prière au grand Dieu, et d'autres étaient en train encore de conduire leurs aimables personnes à leur dernière demeure. Quand l'information tomba du côté de la Côte d'Ivoire, donc à Grand Bassam, les terroristes ont frappé, ils ont visé 3 hôtels et le dernier bilan, 22 personnes tuées, dont 6 terroristes, 10 de race noire, 2 militaires, selon donc Ahmed Bakayoko, qui est ministre ivoirien. Et puis dans la foulée, ça n'a pas attendu, Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI, a revendiqué l'attaque de Grand Bassam. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on doit craindre dans tous les pays l'avènement du terrorisme? Bon, je ne dirais pas qu'il faut craindre, parce que craindre l'avènement du terrorisme ou craindre le terrorisme serait une fatalité hein, y compris les États, y compris ceux qui les animent. Nous ne devons pas reculer face au terrorisme. Au contraire, nous devons progresser si nous ne voulons pas un jour qu'on dise que tout le monde est devenu terroriste ou que le terrorisme a pris le dessus sur ce qui doit être l'ordre public hein, qui règne dans tout État. Ce que j'ai à dire, hein, pour juste le préciser, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire et qui est d'abord déplorable. Grand Bassam, c'est une agglomération près de la capitale donc, ivoirienne, Abidjan. C'est une agglomération qui se trouve, je crois, à 30-35 km du centre-ville même d'Abidjan. Donc c'est comme ici, on parlerait de Baguida, Avepozo, ou peut-être un peu plus loin, Pogan. Donc c'est à peu près ça. Et Grand Bassam n'est pas une zone touristique de grande envergure. Hein. Si on veut parler des zones touristiques de grande envergure, on a plutôt la commune même d'Abidjan, la commune d'Abobo, on a toutes ces communes-là, par exemple, quand on parle de l'hôtel du Golfe, qui est une zone touristique très prisée par les Occidentaux. Donc c'est pour dire que cette zone-là n'est pas une zone prioritaire pour les Occidentaux, mais elle a été frappée. Donc pour dire que partout où nous sommes visés, hein, que ce ne soit pas dans la conscience collective, que ce sont les Européens hein, qui sont en majorité visés par le terrorisme. Donc pour dire que nous ne devons pas avoir peur, mais nous devons nous dire que ça peut nous arriver et nous y préparer effectivement. Voilà, nous y préparer effectivement. C'est vrai que hier, peu avant cette attaque, sur Facebook, une personne dont le pseudo est Annabelle Ouigné
a posté, il dit, risque imminent d'attaque djihadiste en Côte d'Ivoire à prendre très au sérieux. Ils sont à peu près 80 de diverses nationalités, maliennes, nigériennes, nigérianes, camerounaises, voire plus, disséminées dans la capitale ou aux alentours. Soyez prudents et très vigilants si vous faites vos courses dans les endroits publics. Ne vous y attardez pas longtemps dans les supermarchés ou autres endroits bondés. Comment vous analysez ce message qui vient juste après, juste avant cette attaque? Oui, tout d'abord, je crois que les autorités ivoiriennes, si elles ne s'en sont pas encore saisies, devraient se saisir donc de cette information, remonter jusqu'à son auteur, pas pour poser justement des exactions, pas pour menacer la personne, mais pour chercher à comprendre d'où la personne tenait ces informations. Ça peut être une source crédible, ça peut être un canal, un privilégié donc, pour remonter donc, jusqu'à la cellule terroriste qu'on connaît d'ailleurs, hein, la cellule terroriste qu'on connaît d'ailleurs, qui n'est plus à présenter Al-Qaïda au Maghreb islamique avec son leader Ahmed Belmokhtar, Mokhtar Belmokhtar, j'allais dire, hein, qui fait du n'importe quoi dans cette zone-là du Maghreb. Pour une analyse plus approfondie de ce message, je dirais que la personne qui l'a publié sous ce pseudonyme-là a vu juste ce qui allait se passer. Seulement, on peut dire que la priorité qui s'est ajoutée a été l'imprécision sur le lieu réel de l'attaque. Mais tant est que l'attaque a eu lieu, et il s'ensuit que la personne du fond, hein, même de son âme, a vu juste. Maintenant, est-ce à dire que c'est quelqu'un qui était très informé? Est-ce à dire que c'est quelqu'un qui en était membre, ou qui est tout simplement proche de ceux qui ont perpétré cet horrible attentat? Reste à voir. Ça, il ne m'appartient plus en tant que journaliste d'aller au fond de l'affaire pour porter des préjugés. Il appartient désormais à la justice, hein, au procureur d'Abidjan notamment, donc de prendre ses responsabilités, de diligenter une enquête officielle qui va pouvoir, avec l'appui bien sûr des services de renseignement, des services secrets, qui va pouvoir sortir quelque chose de potable, hein, quelque chose de vrai, qu'on pourrait justement mettre à la disposition de l'opinion publique. Et nous, en tant qu'acteurs de la communication, vecteurs des messages, nous allons maintenant revenir sur des analyses plus approfondies sur ce message et le rapport qu'aurait présenté le procureur. Très bien. Alors, plutôt au Nigeria, on parle de Boko Haram. Et là, on nous dit clairement que Boko Haram revendique la répartition équitable des ressources produites par le pays. Et puis, quand on prend par exemple AQMI au Maghreb islamique, c'est vrai qu'au Mali, on savait qu'il y avait une situation qui voudrait quand même la scission du pays pour concéder, comment vous l'appelez, une portion de la territorialité malienne aux rebelles, donc un peu coupé entre le nord et le sud. Par exemple, au Burkina, on a rapidement fait le lien avec des échanges téléphoniques entre certaines personnalités, notamment burkinabées et ivoiriennes. Alors aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, pour voir clair, est-ce qu'on doit faire le lien avec d'autres situations qui prévalent sur place? Oui, le lien il est vite établi. Hein. Le lien il est vite établi parce que ce n'est pas un cas isolé. La méthode d'abord, elle est universelle pour tous les djihadistes. C'est créer de la terreur, rien que de la terreur, et emmerder tout le monde, faire en sorte que personne ne se sente plus en sécurité là où il est. Sauf que les terroristes revendiquent souvent leurs attentats sans pour autant revendiquer une certaine territorialité, sans pour autant revendiquer une certaine autonomie ou souveraineté sur une quelconque partie du territoire. À part le Mali, parce qu'au Mali, on a parlé de... Oui, sauf qu'au Mali, ce n'était pas vraiment des terroristes. Au Mali, c'était des rebelles. Et au Mali, il faut préciser qu'il y a une composition hétéroclite de rebelles. Il y a le MNLA, il y a le Moudjahou qui est là. Et ces petites tribus berbères là aussi, qui sont là, ce sont des peuples berbères qui sont entre la Libye, le Niger, la Mauritanie et le Mali. Donc, qui se réclament aussi une certaine territorialité, une certaine portion de terre. Le FLEC en Angola. Donc, justement. Donc, ce qui fait que c'est quand même assez difficile de concéder une partie du territoire d'abord à des gens qui n'ont pas la même cause, mais qui veulent la même chose. Hein. Donc, c'est très difficile, sans compter que la plupart des constitutions en Afrique de l'Ouest, inspirées donc des constitutions
des colonies, soit anglaises, soit françaises, ont souvent proclamé l'unicité et l'indivisibilité du territoire national de la République. Donc, ce qui fait qu'en aucun moment, le Mali ne pourrait avoir une scission pour concéder une certaine partie de son territoire à quelques rebelles que ce soit. Ce qui est encore possible, c'est peut-être une certaine fédéralisation. Le Mali, c'est un territoire assez vaste, beaucoup plus vaste que la France, par exemple, que nous connaissons peut-être le mieux. C'est beaucoup plus vaste que la France, ça doit faire à peu près 5 fois la France. 5 fois, oui. Donc, ce qui fait que c'est difficile de maîtriser toutes les frontières du pays. C'est difficile pour une armée, à moins que cette armée ne fasse la moitié de la population, de contrôler tous les territoires. Sans compter que la zone, la partie verte, disons ça comme ça, du Mali ne représente qu'à peu près 1/5 du territoire. Je me demande même si ça fait 1/5 du territoire, c'est tout le nord, presque tout le nord. Sinon, tout le reste, c'est une zone sec, aride, humide. Quand nous, on était encore à Bamako, il faisait 40 degrés à Bamako même. Donc, imaginez un peu, quand on ira un peu plus au nord, ce que ça va donner. Donc, les points d'eau, c'est difficile. Les agglomérations, c'est encore difficile de les rencontrer. Donc, si bien que c'est difficile même pour une armée de s'y installer et de surveiller toutes les frontières. Ce qui fait qu'il y a une certaine prolifération, donc un certain vécu, que se veulent maintenant quotidien les djihadistes. Mais en aucun moment, je crois que la souveraineté même des États au plan international, qui sont des entités reconnues désormais, ne les autorise à pouvoir se servir encore. À une sinon, ça serait repenser encore à une redéfinition de la carte géographique mondiale. Voilà. Maintenant, venons-en au lien par rapport en Côte d'Ivoire. Vous disiez que le lien était vite établi. Oui, le lien était vite établi parce que, comme je l'énonçais tantôt, d'abord la méthode qui est utilisée. Ensuite, il y a la reconnaissance de l'acte qui est posé. Et lorsqu'on parle du cas nigérian, où il y a Boko Haram, c'est vrai, c'est du terrorisme. Mais ce terrorisme est encore différent de ce que nous on voit ici. Parce qu'au Nigeria, c'est des Nigérians qui se lèvent contre leur propre pays. Maintenant, dans le cas par exemple de la Côte d'Ivoire, c'est certainement pas des Ivoiriens. Pour le moment, on ne sait pas, mais c'est certainement pas des Ivoiriens. Et dans le cas où ça serait des Ivoiriens, forcément, on est convaincu d'ailleurs, après cette reconnaissance-là, cette revendication, que la consigne est venue d'ailleurs. La consigne est venue d'ailleurs par AQMI qui, en fait, est situé quelque part dans le Maghreb, quelque part dans la zone sahélienne. Donc, ces ponts-là que j'ai pu établir font que nous ne pouvons pas scinder, nous ne pouvons pas, en tout cas, refuser ce caractère terroriste, ce caractère universel à ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Maintenant, par rapport également à la méthode, pas à la méthode, mais aux armes qui ont été utilisées, on reconnaît encore les Kalachnikov, qui sont les armes, voilà, justement, de prédilection et des djihadistes. De plus, les témoins, ce matin encore, des témoins ont affirmé que de ces personnes-là, les témoins ont parlé de 4 personnes, il y en a qui ont parlé de 3 personnes qu'ils ont vues, étaient habillés en boubou et en turban. Donc, ce qui n'est pas déjà un accoutrement typique de l'Afrique de l'Ouest ou en tout cas de la Côte d'Ivoire. Ce qui n'est pas un accoutrement typique de la Côte d'Ivoire. Ensuite, il y a cette proclamation-là, ce slogan-là, Allahu Akbar, qui a été prononcé et qui nous amène indéniablement à conclure que, sincèrement, et certainement, il s'agit d'un attentat djihadiste qui n'est pas du tout à dissocier de tout ce qui se passe ailleurs dans le monde. Voilà, selon vous, c'est vrai que la situation politique qui prévaut sur place, avec surtout le bras de fer entre le parti de Laurent Gbagbo et le parti actuellement au pouvoir de Alassane Ouattara, et par rapport au procès Gbagbo, avec l'avènement des arrestations des pro-Gbagbo et tout ce qui prévaut, est-ce qu'aujourd'hui on peut établir un lien entre cette situation et celle politique? Non, de facto, je dis non. De facto, je dis non parce que la politique, c'est une chose, le terrorisme, c'est une autre chose. Et des fois, c'est lié. Parfois, c'est lié, mais la liaison, elle n'est pas établie de manière parallèle. La liaison, elle n'est pas parallèle, la liaison, elle est transversale plutôt. Parce que parler d'une liaison parallèle,
voudrait peut-être entendre par là que les terroristes voudraient un jour accéder au pouvoir en Côte d'Ivoire, ce qui n'est pas du tout leur intention. Mais la liaison, elle est transversale parce que les terroristes, en perpétrant leurs méfaits, veulent plutôt dénoncer quelque chose, même s'ils ont toujours tort. C'est d'abord l'Occident. C'est d'abord l'Occident, ils veulent dire non, voilà des gens qui sont alliés à l'Occident, nous sommes contre l'Occident, étant donné qu'il est de plus en plus difficile de frapper au sein même du territoire, ou en tout cas sur le territoire européen par exemple, nous frappons donc là où leurs intérêts se trouvent. Sauf que actuellement, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avec les 16 morts, sinon les 12 décès plus les 4 djihadistes, c'est plus des Africains qui sont décédés. Oui. C'est plus des Africains qui sont décédés. Mais ce que les djihadistes voient là-bas, c'est que la Côte d'Ivoire est comme un marteau, un marteau de la France. Donc, tout simplement, c'est le manche qui a été rétréci. Donc, la France, elle est quelque part là-bas en Europe, mais tout ce que la Côte d'Ivoire fait en Afrique de l'Ouest, c'est comme si c'était une mission commandée par la France. Donc, je crois que c'est en cela que les djihadistes ont vu la chose. Sans compter que récemment, après les attaques terroristes du Burkina Faso, le président Macky Sall du Sénégal ainsi que le président Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire avaient fait une déclaration conjointe où ils condamnaient fermement les attentats terroristes au Burkina Faso et prévenaient les terroristes, auquel cas ils en viendraient à une riposte sans précédent. Donc nous pouvons voir en cela peut-être une certaine façon des djihadistes de dire « Ah, vous avez parlé de nous, vous avez fait cause pour l'Occident, donc nous allons vous montrer que nous sommes toujours là, nous sommes toujours actifs, même si la France a détruit, sinon nous a fragilisés à travers les opérations Barkhane et autres, nous sommes toujours là, nous sommes aussi puissants et nous pouvons encore frapper fort. Et je crois que c'est en cela que nous devons lire le message qui s'est passé. Maintenant, parlant de la transversalité toujours de ces actions, il faut reconnaître que pendant longtemps, l'Occident a fait prévaloir ses desiderata en Afrique. Et ce n'est que par là que nous avons évolué. Aujourd'hui, si nous nous retrouvons avec un taux de chômage pléthorique qui dépasse les 45, 50, 60% dans certains pays, c'est parce que nous avons été pendant longtemps assujettis à des plans qui nous ont été imposés par les institutions de Bretton Woods, notamment le FMI et la Banque mondiale, je veux dire, à travers, dans les années 80-90 déjà, les PASS, je vais entendre par là les programmes d'ajustement structurel qui nous ont conduits de 90 à 2000 avec des échecs. On a tous rencontré des échecs parce qu'à partir de là, on nous disait à l'heure 2000, vous serez, ou en tout cas les pays seront des pays émergents. Des pays sinon développés. Mais face à l'échec des PASS, on nous a dit, ok, les PASS ont eu leur aboutissement, maintenant il fallait qu'on se lance dans une autre phase, et à travers notamment l'élaboration des documents stratégiques de réduction de la pauvreté, qui ont aussi pris 5 à 6 ans. Ensuite, à l'achèvement de ces documents-là dans les années 2010, d'abord, par exemple, au Togo, nous avons un DSRP1, un DSRP2. Ensuite, on nous a imposé les stratégies de croissance accélérée et de promotion de l'emploi. J'en viens à quelque chose quand je parle de ça. C'est pour dire que tout ceci a été des échecs. Ou en tout cas, tous ces mécanismes-là ont été des échecs que nos États ont adoptés ou ont eu à confronter, notamment avec les impositions que ces institutions-là nous ont faites. Ce qui fait que des situations ont prévalu avec l'exaspération, avec un certain découragement, avec une certaine déception des populations et notamment les jeunes qui représentent actuellement 54% de la population en Afrique. De manière globale, les jeunes représentent 54%, les moins de 25 ans donc en Afrique. Donc ce qui fait qu'il s'agit d'une frange de la population majoritaire, très forte. Et aujourd'hui, il n'est pas du tout difficile, disons-le comme ça, de manipuler les consciences des jeunes. Lorsqu'on prend par exemple le cas typique de notre pays, l'engagement des jeunes en politique est un fait. Les jeunes ne veulent pas s'engager parce qu'il y a de la peur derrière. Soit en s'engageant du côté du pouvoir, on se dit que si ça change demain,
qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on ne va pas est-ce qu'on va pas nous régler des comptes? Voilà. En s'engageant du côté de l'opposition, on n'a pas d'emploi. Est-ce qu'on va trouver de l'emploi? Est-ce qu'ils ne vont pas toujours privilégier d'autres personnes à notre détriment? Je fais des analyses journalistiques, hein, je ne fais pas de la politique. Donc, c'est ce que nous vivons au quotidien. Donc, ce qui fait que c'est facile actuellement de manipuler les consciences. Et c'est la grande peur que nous avons aujourd'hui de voir les jeunes s'adonner à cette facilité qu'est le djihadisme. Puisque avec ça, au moins, ils gagnent un peu de sous. Justement, ceux qui acceptent venir se faire exploser, venir tuer des gens tout en sachant qu'ils seront aussi tués, c'est des gens qui reçoivent quelque peu de l'argent, des promesses d'une ration mensuelle ou annuelle même à leur famille, de telle sorte qu'ils puissent se dire, bon, finalement, si moi je vais mourir pour que ma famille puisse se sentir bien ou vivre décemment, c'est que ça vaut la peine. Ce qui ne vaut pas la peine du tout. Ce qui ne vaut pas la peine du tout parce que nous ne savons pas ce que demain nous réserve. Et en tant que jeunes, les jeunes sont, comme on le dit, le porte-flambeau de la nation. C'est à eux de se battre, c'est à eux d'espérer et de voir l'horizon nouvel qui va se montrer pour leur pays. Donc, pour conclure, je dirais que effectivement, c'est dommage que cela arrive, mais encore une fois, nous ne devons pas avoir peur. Nous ne devons pas avoir peur, nous devons plutôt nous lever, même si d'aucuns pensent que la bataille contre le terrorisme ne sera pas gagnée. Je pense aussi qu'il faut quand même aller à la guerre. Hein. Ce n'est qu'à l'issue de la guerre qu'on se rendra compte ou qu'on saura si, oui ou non, on a perdu ou on a finalement gagné. Mais j'aimerais repréciser que les Occidentaux, aujourd'hui, en sont à des lurettes d'avance. Hein. Aujourd'hui, c'est plus difficile que la menace vienne de l'extérieur. Tout ce qu'on a vu comme attentats dernièrement, c'est des nationaux, des citoyens qui ont été pendant plusieurs années remontés, sinon montés contre leur propre pays. Aux États-Unis, on a vu, en Angleterre, en Belgique et récemment encore en France. Donc nous pouvons espérer, avec la conscience africaine que nous avons, de l'amour pour notre terre africaine, que cela ne se fera pas. Très bien, merci. Donc, nous restons quand même vigilants par rapport à cette situation, mais retenez, au cœur donc, de toutes ces nations qui sont frappées, le Togo abrite un grand rendez-vous, ou pour ne pas dire deux grands rendez-vous cette année. Il y a une première rencontre qui va regrouper les investisseurs hôteliers au Radisson Blu Hotel, donc l'ancien hôtel de février. Et puis déjà en octobre, on parle du 15 octobre, le sommet sur la sécurité maritime et le développement. Alors, aujourd'hui, est-ce que le Togo doit redoubler de vigilance et un peu réviser, parce qu'on a vu un peu l'opération théâtrale au Radisson Blues dans le cadre de la prévention du terrorisme. Qu'est-ce que le Togo doit faire aujourd'hui face à cette situation? Bon, je crois que d'abord, nous pouvons apporter notre contribution, bien sûr, mais il appartient aux autorités qui détiennent en leur sein ou en leur main toutes les informations sur les questions sécuritaires nationales. Aujourd'hui, moi, je ne saurais par exemple, je ne sais pas exactement combien de policiers on a, combien de gendarmes nous avons, combien de militaires nous avons. Donc, il me serait difficile de proposer des stratégies ou de dire ce qu'il faut. Par contre, en œil averti, je peux dire certaines choses. D'abord, la démonstration qui a été faite la dernière fois. Il faut dire que ça a été une démonstration bonne pour ceux qui ont pu faire le déplacement, pour en voir quelques extraits, pour ceux qui l'ont vu à la télé. Ça a été pas mal du tout. Mais ce que nous nous disons, c'est quoi? Est-ce que ce qui s'est passé là-bas est ce qui se passe réellement sur le terrain? Lorsque l'attaque est là, c'est souvent difficile que la coordination se fasse ainsi. Et il faut anticiper, parce qu'on ne sait pas. Là, il y avait un groupe de terroristes, et tout le monde savait ce qu'il devait faire. C'est là peut-être la différence. Or, lorsque nous retrouvons finalement dans la réalité, on sait ce que nous on va faire, mais on ne sait pas ce que l'adversaire va faire. On ne sait pas ce que l'autre va faire. S'il va tirer en haut, s'il va tirer en bas, où est-ce qu'il ira se cacher, par où il va. Voilà, s'il y a des bombes qui ont été déjà placées auparavant, on ne le saura jamais. Donc, pour dire que c'est toujours bien de faire des exercices, des simulations grandeur nature, mais c'est toujours bien aussi pour les autorités en charge de la sécurité d'avoir des cellules au sein même de la population, des cellules d'écoute, des cellules de veille,
Je ne sais pas si ça a été installé, mais qu'il vous en souvienne, hein, Rodrigue, que nous en avons parlé longuement ici, même sur ce même plateau, après les attentats au Burkina, où nous avons dit qu'il fallait que nos autorités puissent mettre en place ces cellules-là. Mais pas pour surveiller quand même... Non, pas pour surveiller, mais pour faire en sorte que chacun devienne le gardien de l'autre. Hein, pour faire en sorte que le Zémilian devienne le gardien de son client, que le client devienne le gardien du Zémilian. Pour faire en sorte que moi, par exemple, que je sois le gardien de mon voisin militaire qui est à la maison, ainsi de suite. De telle sorte que lorsqu'on constate des comportements suspects et autres, qu'on puisse savoir tout de suite là vers qui est-ce que on s'adresse. Parce que tout le monde sait, c'est vrai, il est commun dans la pensée que lorsqu'il y a des comportements bizarres, on s'adresse à l'autorité normalement qui est la police judiciaire ou la police nationale. Mais ce n'est pas toujours évident, c'est pas toujours... au sein de l'opinion, par exemple, si je m'en demandais, moi, il y a que jusqu'aujourd'hui, le Togolais n'a pas toujours confiance en sa police. Et les gens disent, oui, on va aller leur dire, qui ont été rendus publics pour approuver ça. Tout à fait, pour montrer ce que je dis, pour justifier ce que je dis. Et les gens n'ont pas confiance, les gens se disent qu'on va aller leur dire, ils ne vont rien faire. Et d'abord, quand on a des problèmes, on est attaqué ou il y a des volants, on les appelle, ils ne viennent pas. Et donc, ça fait que aujourd'hui, il y a ce problème-là. Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre, par exemple, les chefs de quartier à contribution? Est-ce qu'on ne pourrait pas sensibiliser encore plus les gens? Parce que récemment, on a vu, je crois que ça devait être le 6 janvier ou le 6 février, je ne m'en rappelle pas trop, où on a mis les étudiants même à contribution en ce qui concerne les questions de sécurité, ne serait-ce que pour la ville de Lomé, notamment pour les braquages et puis autres, ils ont été sensibilisés. On leur a donné les outils. Quand je parle d'outils, je ne parle pas de moyens, mais on leur a dit quand même les méthodes qu'ils pourraient adopter pour contribuer efficacement à la lutte contre l'insécurité. Maintenant, la lutte contre le terrorisme, c'est un autre pan, et ça, c'est beaucoup plus grand. C'est beaucoup plus grand. Et je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de Togolais qui peuvent identifier un terroriste par son comportement. Il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup. Il faut d'abord avoir les notions de base, pouvoir savoir que telle personne, il n'était pas comme ça avant, ou telle personne vient d'arriver à travers son comportement. On peut le suspecter de quelque chose, mais ça ne veut pas dire non plus que parce que j'avais l'habitude de toujours sourire et que désormais je serre la mine qu'on puisse justement m'indexer comme un terroriste. Donc c'est des cas qu'on voit souvent tout simplement parce que le monsieur il fait rien, mais il s'est acheté une moto, on dit c'est un voleur. Bon, c'est pas toujours évident que ce soit un voleur parce qu'il n'est pas obligé de faire tout ce que l'on peut faire qu'il soit. C'est la preuve aujourd'hui avec le développement, mais le bureau c'est aussi à la maison des fois. Le bureau ça peut être à la maison, le bureau ça peut être ailleurs. Il y a des gens qui ne veulent même pas qu'on sache ce qu'ils font dans la vie. Moi j'ai habité une maison quand j'étais encore étudiant où on avait un soldat qui n'était pas soldat parce qu'on ne savait pas qu'il était soldat. C'est le jour où moi je sortais que je l'ai vu dans un véhicule de patrouille. Et c'est là que je me suis rendu compte que lui, il était soldat. Parce que c'est quelqu'un, il sort très tôt le matin, déjà à 5 h, lui, il est sorti. Donc, et il revient, voilà, justement. Et il revient tardivement aussi. Et quand il revient, il est toujours en civil. Donc, bon, je me suis dit peut-être qu'il faisait partie, finalement, c'est ce que je me suis dit, d'un service de renseignement. Mais vraiment, c'était quelqu'un de très gentil. On ne pouvait même pas lui prêter des prétentions de soldat. Voilà, donc, ce n'est pas la peine de surenchérir ou de préjuger des gens. C'est toujours bien d'observer, mais ça, pour le faire, c'est l'approche IEC, comme on le dit. Cette approche-là qui se fait un peu partout. Information, éducation, communication. Et ça dépend des pouvoirs publics, ça dépend des responsables, des responsables politiques, je veux dire, qui doivent, non seulement le gouvernement, aller vers les populations, mais également les partis politiques, aller vers leurs militants pour leur expliquer la chose. Mais dans tous les cas, les pasteurs vers leurs fidèles. Justement. Mais dans tous les cas, il appartient à l'autorité responsable de la question de sécurité. Donc le ministère de la Sécurité d'appeler, de réunir d'abord ces leaders-là, de réunir ces leaders, je veux dire des leaders d'opinion, et responsables religieux et autres, de leur donner les bases, donc de la connaissance, de ce qu'il faut savoir en matière de terrorisme, afin que ceux-ci puissent répercuter cela au sein de leur auditoire. Donc c'est vraiment important que cela se fasse. Si ça ne se fait pas, c'est peut-être, je crois, envisagé par le ministère, mais ça doit être quelque chose de très important. Il faut matérialiser ça. Il faut le matérialiser. Voilà. Maintenant, la dernière fois encore, nous avons suivi le ministre qui a dit par rapport à cette bande audio qui circulait sur toutes les plateformes. Qui menaçait la mosquée de Tonti. Qu'il n'y avait pas de peur en la matière.
et que si risque il y avait, le Togolais sera en tout cas informé. Maintenant, le problème, c'est que justement, il y a eu risque en Côte d'Ivoire. Des citoyens le savaient, l'autorité même ne le savait pas, puisque l'autorité n'a pas pu prendre les mesures idoines pour éviter cela. Donc, s'il faut que des gens meurent toujours avant qu'on ne puisse venir proposer maintenant des méthodes, ça veut dire que les méthodes même seront toujours en retard par rapport aux nouvelles stratégies que peuvent développer les djihadistes. Très bien, il nous reste encore quelques minutes à passer dans cette émission. On va parler du Bénin avec le second tour des élections présidentielles qui se profilent à l'horizon. Lionel Zinsou avec 27,83% des voix face à Patrice Talon, 23,83% des voix. Déjà, on annonce le jeu des alliances avec Sébastien Adjavon qui a recueilli 22,10% des voix qui probablement va s'accouder ou va accorder sa voix à Patrice Talon, idem pour Abdoulaye Bio Tchané et plusieurs autres personnes. On parle donc désormais de la rupture avec Yahi Boni qui lui-même au même moment parle de rupture. Oui, effectivement, et ça se comprend. Et ça se comprend parce que il a compris, Yahi Boni, en tout cas, que le peuple béninois n'était plus, en tout cas, dupe par rapport à ces 10 années passées à la tête du pouvoir, à la tête de cette république-là. Il a compris également que le peuple n'en voulait pas de son premier ministre Made in France et que le peuple voulait en finir avec un système comme ça, dont ils ont déjà rejeté je sais pas, l'appropriation déjà en 1997. Voilà, donc il faut dire que l'opposé aussi marque une certaine positivité à travers notamment la mise en commun des énergies, la mise en commun des dispositifs et des ressources pour l'opposition, de telle sorte que la rupture puisse être également nette. Et en cela, nous ne pouvons pas douter parce que nous avons suivi déjà au lendemain du premier tour, Sébastien Adjavon qui a apporté tout son soutien. Pendant même qu'il ne savait pas s'il irait au deuxième tour ou pas. Il a apporté quand même tout son soutien à celui-là qui sera retenu, si c'était notamment Patrice Talon. Et ce dernier aussi n'a pas manqué de dire qu'il était prêt en tout cas à soutenir l'autre candidat, Sébastien Adjavon, si c'était lui qui passait pour le deuxième tour. Sauf que à un moment donné, la peur a intervenu, puisque les Béninois ont eu écho de ou même ont vu ce billet d'avion-là qui a circulé et qui appartenait à Adjavon Sébastien. Pour Paris, le 6 mars, en date le 7 mars plutôt. Donc on se demandait, mais l'élection a eu lieu le 6 mars, Adjavon voyage sur Paris le 7 mars, pourquoi il va là-bas pour chercher quoi? C'est un homme d'affaires. Justement, bon, c'est vrai, c'est un homme d'affaires, mais pour une échéance aussi grandiose que cette élection-là, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt rester pour maîtriser la situation, voir encore comment remobiliser les troupes pour la seconde bataille qui va conduire à la victoire de la guerre, plutôt que de voyager vers la France. Donc, d'aucuns pensaient que c'était pour aller avoir l'onction de François Hollande, mais je crois que ces rumeurs-là ont vite fait de se ternir, parce que lui-même l'a déclaré, il reste solidaire encore avec ce mouvement-là de rupture. Maintenant, la coalition. Justement. Maintenant, on a fait écho également des envoyés spéciaux de Boni Yahi pour rencontrer notamment Talon comme Adjavon, de telle sorte à créer un certain doute au sein des états-majors des deux candidats pour que finalement celui qui ne passera pas finisse par se rallier à Lionel Zinsou au Blanco pour faire figure de traître finalement. Mais je crois que c'est une méthode qui n'a pas donné, qui n'a pas marché. Et aujourd'hui, d'un confrère béninois avec qui j'ai discuté encore ce matin, il pense, selon lui, que le Blanco ne passera pas et que finalement le Bénin va marquer la rupture. Maintenant, l'autre chose encore, c'est que pendant longtemps, vous savez, le pouvoir au Bénin a été toujours... Je ne suis pas tribaliste et encore moins régionaliste, il faut le préciser, mais pendant longtemps, le pouvoir a été au sud. Et aujourd'hui,
plutôt au nord, j'allais dire. Et aujourd'hui, tous les candidats qui sont passés pour le deuxième tour sont du sud. Donc, c'est encore une autre façon d'alternance. C'est encore une autre façon de montrer la maturité même de la démocratie à la béninoise, pour dire que ces derniers ont compris que cette histoire de nord-sud, ça ne vaut pas la peine. Ce sont les personnes qui sont importantes. Est-ce que tel qu'on votera pourra vraiment, à travers justement son programme de société, permettre l'émergence et le bien-être population, le bien-être donc de la population togolaise. C'est ce qu'ils ont compris et ça a été également très salué, même par la communauté internationale qui a compris quelque part que ce pays-là avait compris également qu'il y a des étapes qu'il faut franchir parfois dans la vie quand on veut vraiment évoluer. Voilà, dans la vie quand on veut vraiment évoluer. Au même moment qu'on parle d'élection, au Bénin, on parlera de traque à la corruption ou aux corrupteurs au Togo, et c'est le ministère de la Santé qui est éclaboussé. C'est surprenant? Ce n'est pas surprenant puisque cette affaire-là date déjà de 2 ou 3 ans. Bon, à l'époque, moi je me rappelle que nous avons fait un article, nous avions même parlé de 100 millions. Et aujourd'hui, on nous parle de 184 millions. Environ 200 millions. Voilà, environ 200 millions, ce n'est pas petit, c'est des deniers publics et il faut que ces personnes-là puissent en rendre compte. Mais j'aimerais préciser que même dans le cadre de ces détournements-là, il y a déjà des gens qui ont été incarcérés, qui ont été pris. Donc il faut que ça continue. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai eu dire que des gens se plaignent que c'est une chasse à l'homme qui se fait désormais et qu'ils ne sont pas les seuls. On prend certains ou en tout cas on inquiète justement qu'on prend et qu'on laisse les gros requins. On inquiète certains, on laisse d'autres. On parle par exemple du CHR de Sokodé qui a été vraiment très mal géré. Et personne n'est inquiété là-bas. On parle du CHR d'Atapamé également. Qui est très mal géré, personne ne parle de cela. Bon, je me suis dit, de toutes les façons, qu'on n'en parle pas, il faut bien sûr que ça commence quelque part. La lutte contre la corruption doit commencer quelque part. Et que ça commence au ministère, c'est toujours une bonne chose parce qu'il faut d'abord qu'à ce niveau-là, les gens soient clean pour qu'on puisse, pour que eux, maintenant, ils puissent venir demander aux autres, mais pourquoi vous avez les mains sales? Il faut vous laver également les mains. Mais c'est quand même surprenant que autant d'argent puisse être détourné dans un ministère comme le ministère de la Santé et que depuis que personne n'en soit alerté ou inquiété. Est-ce que personne n'a été alerté ou inquiété? Vous vous souvenez de cette histoire de moustiquaire imprégné? Oui, je me rappelle. On l'a baptisé finalement détournement d'objectifs. Oui, sous le ministre Charles Kondi Agba. Je m'en souviens très bien. Mais qu'il nous en souvienne également qu'après cela, il n'y a plus de ministre jusqu'au professeur Bougie. Il y a plutôt eu, puisque le ministère a été rattaché à la primature. À la présidence, oui, mais à la primature plutôt. Mais quand on regarde déjà le portefeuille même du Premier ministre, c'est assez énorme. Le Premier ministre n'a plus le temps de s'occuper encore d'un ministère aussi grandiose que le ministère de la Santé qui rencontre tellement de difficultés. Et c'est un ministère assez sensible de telle sorte que le ministre doit toujours être comme un sportif qui s'entraîne tout le temps à aller voir ici, à aller voir là-bas. Donc je crois que le Premier ministre ne pouvait pas s'en occuper assez aisément. Il fallait vraiment un ministre de manière autonome qu'il puisse décider parce que même celui qu'on avait mis là-bas pour rendre compte au Premier ministre de la gestion qui était faite au ministère de la Santé, je me demande s'il arrivait vraiment à faire un compte rendu fidèle. C'est la grande question. C'est la grande question. Et comment est-ce que les décisions se prenaient finalement? Donc, il faut aussi observer que c'est au cours de cette période que cet argent-là a disparu. Donc, vraiment... à qui cela a profité ou à qui a profité le crime? Et je crois que les plus hautes autorités également ont pris conscience qu'il ne faut pas laisser des ministères comme ça sans personne responsable, sans personne à qui on pourra demander des comptes. Voilà, merci donc pour la disponibilité. Je vous en prie. Voilà, vivement que les mailles qui permettent de traquer les corrompus et les corrupteurs puissent être resserrées pour appréhender aussi les gros requins qui sont des spécialistes en la kleptomanie. Bon, je crois qu'avec la naissance de l'autorité de lutte contre la corruption, les choses vont vraiment évoluer dans ce pays. Et que les gros requins seront inquiétés. Et que finalement les gros requins aussi seront inquiétés. Très bien. Merci. Donc ce sera tout pour aujourd'hui. Bien de choses à vous qui nous avez suivis. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Nous disons bonjour à Kosivi Anthony. Il est le directeur général de l'entreprise IMEC Togo, très fidèle à cette émission. Bonjour et bien de choses à tous les citoyens d'État, sans oublier le grand citoyen d'État qui toujours face à Dieu lui témoigne ses reconnaissances. Bonne journée. Au revoir.